Bonjour à tous et bienvenue dans le 13h de RTI1. Le président sénégalais est arrivé en fin de matinée à Abidjan pour une rencontre avec le président Alassane Ouattara. Bassirou Diomaye Faye s'est tout de suite rendu au palais de la présidence de la République pour un entretien avec le chef de l'État. La Côte d'Ivoire est le 4e pays visité par le président sénégalais. Le concours national jeunes citoyens du Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire pour amener la jeunesse ivoirienne à connaître les institutions de la République vient d'entrer dans sa phase active. Ce samedi 4 mai à Mans s'est tenue une conférence formation à l'attention de 500 étudiants de l'Université polytechnique de la ville. Au Togo, le président Faure Gnassingbé a promulgué hier lundi la nouvelle constitution, votée le 19 avril à l'Assemblée nationale. La nouvelle constitution fait passer le pays de la 4e à la 5e République, supprime l'élection présidentielle au suffrage universel direct et fait passer le Togo du régime présidentiel au régime parlementaire. Je vous le disais au sommaire, le président sénégalais est arrivé ce mardi 7 mai ici à Abidjan pour une rencontre avec le président Alassane Ouattara. Il a été accueilli peu avant 11h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le vice-président Tiemoko Melie Koné. Et depuis son accession au pouvoir, la Côte d'Ivoire est donc le 4e pays que visite le président sénégalais. Mahama Traoré de retour de l'aéroport. 10h55, l'avion présidentiel sénégalais côtoie le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Juste 5 minutes, le temps de stationner pour voir descendre Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le président de la République du Sénégal est accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République Tiemoko Melie Koné pour sa première visite officielle en Côte d'Ivoire depuis sa prise de fonction le 2 avril dernier. Après la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire est le 4e pays de la sous-région que visite Bassirou Diomaye Faye. Une étape importante pour son début de mandat. Son pays et la Côte d'Ivoire entretiennent des liens diplomatiques depuis le 18 mars 1978. À Abidjan comme à Dakar, résident respectivement une forte communauté de ressortissants de chaque pays. La Côte d'Ivoire accueille environ 300 000 Sénégalais sur son sol. En outre, les deux nations sont les deux poids lourds de la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Les sujets d'intérêt commun et ceux se rapportant à la situation économique, politique et sécuritaire dans la sous-région ne vont donc pas manquer lors de l'entretien bilatéral qu'auront les présidents Alassane Ouattara et Bassirou Diomaye Faye. Dès son arrivée à Abidjan, le nouveau chef d'État sénégalais s'est prêté à un bain de foule. Des centaines de Sénégalais présents à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny sont venus lui dire Akwaba dans la pure ambiance sénégalaise. Et cette année, Abidjan va abriter plusieurs activités des libéraux. Le lancement de ces activités s'est fait hier, lundi 6 mai, par un atelier régional de la jeunesse libérale. Une rencontre donc des jeunes leaders sur diverses thématiques, notamment le panafricanisme. Moussa Konaté nous en parle. Abidjan, capitale mondiale du libéralisme 2024. Le district va abriter plusieurs activités des différentes institutions libérales internationales durant cette année. La Côte d'Ivoire va accueillir plusieurs événements. Je citerai l'atelier de formation des jeunes libéraux africains ALIF, le congrès mondial de la Fédération des jeunesses libérales et radicales qui se déroulera du 9 au 11 mai 2024, l'Assemblée générale du réseau libéral africain au mois de septembre 2024, sans oublier le sommet RENUPAC du 1er au 3 décembre 2024. Abidjan, capitale mondiale du libéralisme en 2024, c'est une réalité concrète, c'est une véritable consécration de notre pays hôte qui s'est imposé en Afrique. Cela témoigne en fait de la reconnaissance internationale du rôle que joue la Côte d'Ivoire actuellement pour la promotion des valeurs libérales sur le continent africain. Abidjan sera ainsi, pendant toute l'année 2024, le centre névralgique des discussions autour du libéralisme. Ces assises de la jeunesse libérale africaine visent à renforcer les capacités des jeunes leaders sur les principes de la démocratie. Le RHDP, Parti libéral, se félicite de l'organisation de cette rencontre en terre ivoirienne. C'est un hommage des libéraux d'Afrique et du monde au RHDP et à son président. En accueillant ces événements, sous l'égide du RHDP, la Côte d'Ivoire
se positionne désormais comme un leader libéral africain. De plus, l'ensemble de ces activités que notre pays accueille est une occasion unique pour mettre en avant et valoriser les progrès accomplis sous le leadership du président Alassane Ouattara depuis son accession au pouvoir. La jeunesse libérale face aux défis du néopanafricanisme et la multipolarisation du monde. C'est le thème de la conférence inaugurale de cet atelier régional de la jeunesse libérale africaine, animé par Epiphane Zoro Balou, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Tout savoir sur les institutions de la République, c'est l'objectif du concours national Jeunes Citoyens qui vient d'entrer dans sa phase active, une initiative du Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire. Et ce week-end, à Mans, dans l'Ouest ivoirien, plusieurs centaines d'étudiants ont assisté à une conférence formation sur le civisme et la citoyenneté. Gilbert Kafana Koné et Kandia Camara en étaient hauts patrons et marraines de la cérémonie. Léon Brou, lui, représentait RTI. Des étudiants, 500 au total, tous de l'université de Mans au cours sur les institutions de la République. Le mobile de leur création, leur organisation, fonctionnement et nombre en Côte d'Ivoire abordé. Il est important de savoir ou bien de connaître les institutions qui régissent nos pays pour pouvoir être un citoyen rempli et bien aguerri pour pouvoir marcher promptement en ce qui concerne les lois. Personnellement, j'avais aucune notion sur les institutions qui régissaient mon pays. Et au sortir de là, je sais qu'au Côte d'Ivoire, il y a 17 institutions, dont 12 constitutionnelles. Sur les 500 participants à cette conférence formation, les 5 meilleurs étudiants vont représenter l'université de Mans à la phase finale du concours national Jeunes Citoyens. Une initiative du Sénat des jeunes de Côte d'Ivoire pour promouvoir au sein des universités publiques les institutions de la République et cultiver ainsi le civisme et la citoyenneté. En tant que jeunes leaders, il nous incombe de promouvoir ces valeurs et d'inciter nos pairs à s'impliquer activement dans la vie politique. Nous devons être des artisans du changement positif et en contribuant à la construction d'une société juste. La culture du civisme et de la citoyenneté par la promotion des institutions de la République, soutenue par des autorités au sommet de l'État. Epiphane Zoro Balou de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Kandia Camara, présidente du Sénat, le haut représentant du président de la République Gilbert Kafana Koné. Cette activité fait partie des missions que le président de la République a confiées à monsieur le haut représentant, qui est de faire la promotion des institutions de la République, à l'effet d'amener les Ivoiriens à mieux connaître leurs institutions. Parce qu'un citoyen qui connaît ses institutions sait comment l'État fonctionne. Il connaît l'État et il se garde de poser des actes de nature à fragiliser ou à porter atteinte à la stabilité de l'État. Le Sénat des jeunes va visiter avec son concours Jeunes Citoyens 9 universités publiques. Il tiendra la finale en juin prochain à Yamoussoukro. On revient à Abidjan et on en vient donc à cette visite effectuée hier par les ministres congolais et gabonais de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, visite rendue à leur homologue ivoirien. Des visites qui ont pour objet de s'inspirer du modèle ivoirien dans bien des domaines, notamment les 2 projets phares du ministère de Kofi Nguessan que sont l'école de la deuxième chance et l'académie des talents. Des images qui nous sont rapportées par notre témoin Sephora Zegui. La JICA et le PNUD viennent de signer une convention avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, convention portant sur le financement du projet d'appui au renforcement de la police de proximité en Côte d'Ivoire. Cela dans le but d'améliorer les relations police-population. Khalil Diomandé était à la cérémonie de signature. Son témoignage. Des signatures à valeur d'1 milliard de francs CFA pour la mise en œuvre du projet d'appui au renforcement de la police de proximité en Côte d'Ivoire. C'est un projet financé par la JICA, l'agence japonaise de coopération, et le PNUD en vue de booster l'efficacité de la police ivoirienne en la rapprochant davantage des populations. Nos interventions conjointes comme trio gagnant aideront la police ivoirienne
à migrer vers une consolidation des relations police-population profitables au renforcement de la cohésion sociale dans le pays. Je reste convaincu qu'en mutualisant nos efforts et nos moyens, nous allons contribuer effectivement à construire une Côte d'Ivoire plus sûre, plus inclusive, plus apaisée. Avec ce énième appui financier, l'Empire du Japon se positionne comme un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire, au dire du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Vagondo Diomandé fonde l'espoir de voir le concept de police de proximité améliorer l'indice sécuritaire dans le pays. La police de proximité n'est pas seulement un concept, c'est une approche holistique qui reconnaît que la sécurité publique est une responsabilité partagée entre les forces de l'ordre et les citoyens, en renforçant les liens entre la police et les communautés, en favorisant la communication et en encourageant la participation citoyenne. Nous créons un environnement plus sûr et plus résilient pour tous. Le projet d'appui au renforcement de la police de proximité sera exécuté sur la période 2024-2028, soit 4 ans. Il couvre toutes les régions ivoiriennes. Bouaké, c'est la capitale de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. C'est la deuxième ville du pays et elle aspire à être rayonnante, propre et débarrassée des ordures. La salubrité y est donc une préoccupation majeure, d'où le lancement de l'opération Grand Ménage par le conseil municipal. Allons-y voir, nos reporters sont William Skakou et Charles Tatou. Faire de Bouaké une cité rayonnante où il fait bon vivre. C'est l'une des priorités au cœur des actions municipales. Pour atteindre cet objectif, des stratégies se multiplient. En témoigne l'opération Grand Ménage qui répond à la vision du premier magistrat de la commune, celle d'un Bouaké nouveau avec des quartiers et artères principales présentant un nouveau visage. Cette action de salubrité qui est à sa 6e édition vise à sensibiliser les populations mais surtout prôner un esprit civique et citoyen. Ce geste connaît l'adhésion de la population. Il est important que les acteurs culturels s'associent à toutes les initiatives liées à la salubrité, à l'écologie, à toutes les grandes questions de la société, justement pour pouvoir sensibiliser nos populations, les éduquer et les aider à créer un meilleur cadre de vie. Le maire de la commune de Bouaké entend multiplier les actions de salubrité. Que tous les jeunes s'impliquent dans les opérations de salubrité qu'on est en train de mener. Parce que c'est vraiment l'image qu'on projette pour que la ville soit accueillante, qu'elle soit attrayante. Et je voudrais vraiment compter sur vous pour qu'ensemble, nous fassions ce travail et profiter de l'occasion pour féliciter la population de Bouaké. Il y a des efforts qui sont faits. On me dit qu'il y a des endroits à Bouaké, quand tu jettes des ordures, on te dit de ramasser. Et à Abidjan, on fait ça, mais pas ici. Donc il faut continuer. Et je voudrais vraiment compter sur vous pour sensibiliser sur vous. Pour encourager les acteurs de l'opération en faveur de la continuité de l'action, le premier magistrat de la commune a fait don d'équipements de salubrité aux organisations œuvrant pour l'embellissement de la commune. Maintenant que Bouaké est propre, le défi c'est de le maintenir en l'état et garder le cap. Avis donc à toutes les populations. On revient à Abidjan. On va s'intéresser à la lutte contre les changements climatiques qui s'accentuent. Grâce Kando, notre spécialiste des questions environnementales, a assisté récemment à une rencontre d'échange entre l'Institut mondial pour la croissance verte et des partenaires. Elle nous en donne les détails. L'Institut mondial pour la croissance verte, JDJ, soutient les pays en développement dans la lutte contre les changements climatiques à travers des projets d'adaptation et d'atténuation. Dans cette optique, elle appuie plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire, dans la mobilisation de la finance climatique. En vue de renforcer la coopération avec le pays, le directeur général adjoint de JDJ a échangé avec des partenaires. Nous considérons que non seulement il faut lutter contre le changement climatique, mais il faut mobiliser les ressources pour le faire, donner les capacités aux acteurs, aux projets, quels que soient les secteurs, pour déployer leurs projets, et puis que tout cela puisse être bénéficiaire aux populations, aux communautés, aux hommes, aux femmes surtout, aux jeunes. Et c'est ce que nous venons ici pour partager les expériences
et profiter de ce moment de partenariat avec GGGI. Depuis 2020, on a commencé à appuyer le pays sur pas mal de projets. On a travaillé actuellement avec le pays sur les questions de mobilité urbaine, mais plus le transport électrique, avec un financement qu'on va déposer au niveau du Fonds vert pour le climat. On travaille aussi sur les questions en lien avec les énergies renouvelables, mais aussi dans l'efficacité des bâtiments. Il y a d'autres qui sont actuellement en développement avec le gouvernement sur les questions d'entrepreneuriat vert, la création d'emplois. Pour rappel, le GGGI a signé en février 2022 un cadre de coopération avec la Côte d'Ivoire dont les actions seront axées, entre autres, sur les investissements verts, l'agriculture intelligente face au climat et la foresterie durable. On ouvre à présent la page santé de ce journal. Chapitre 1, la réunion de la commission paritaire des établissements et des professions sanitaires. Elle s'est tenue cette semaine dans la belle commune du Plateau. Secteur privé de la santé et CMU, voilà le thème de ce colloque qui avait pour objectif d'inciter le secteur privé de la santé à s'investir dans la promotion de la couverture maladie universelle. On en sait plus avec Jean-Marc Djadji. 661 établissements sanitaires privés sont agréés par la Direction des établissements et professions sanitaires DEPS. 735 officines privées conventionnées par la couverture maladie universelle CMU délivrent les produits sanitaires aux patients selon la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM. Ces statistiques constituent pour les experts de la santé une opportunité. Le secteur privé de la santé est donc invité à s'impliquer pour une bonne généralisation de la CMU à l'occasion de la réunion de la commission paritaire des établissements sanitaires. Nous, aujourd'hui, on a un rôle de sensibilisation, un rôle d'encadrement aussi, d'information. Et je pense que ça devrait être bon pour nos assurés. Ce cadre permanent d'échange renforce le dialogue et le partenariat public-privé pour la sensibilisation sur la CMU. Le secteur privé participe à 40% de l'offre de soins en Côte d'Ivoire. Donc c'est un secteur qui est important à intégrer le réseau de soins CMU qui est en cours de généralisation depuis 2019. Et c'est pour ça que nous avons fait l'état des lieux pour voir qu'actuellement, le secteur privé est insuffisamment représenté. La vision du ministre, c'est vraiment une généralisation et l'intégration de tous les acteurs. Et ça peut se faire comment? C'est pour ça que les assurances aussi ont été invitées à voir quels sont les gaps, quelles sont les difficultés qu'ils ont pour que le secteur privé puisse se développer à travers eux. La commission paritaire des établissements et des professions sanitaires se réunit 4 fois par an pour échanger sur les thématiques de santé à la recherche de solutions durables pour une amélioration de la santé des populations. Deuxième chapitre donc de notre page santé, c'est Tanassou qui a enfin son dispensaire. Un tout nouveau centre de santé qui fait le bonheur des populations de ce village du département de Soubré dans le sud-ouest de Côte d'Ivoire. Ce don de l'entreprise coopérative agricole de Nyipi est apprécié par le sous-préfet de Nemandji qui a exprimé sa fierté au micro RTI1 de Sephora Zegui. C'est dans la joie et la ferveur que les populations d'Anassou ont réceptionné leur nouveau dispensaire offert par la coopérative Ekani. Grâce à l'appui par coopérative Fairtrade, la coopérative a pu réaliser l'infrastructure centre de santé d'Anassou à hauteur de 156 millions. Donc, je tiens à remercier tous mes collaborateurs, les membres du conseil d'administration, qui nous ont aidés dans ces différentes tâches à pouvoir mettre ces activités-là en œuvre. Cet établissement sanitaire vient accroître non seulement le nombre existant, mais surtout mettre fin aux difficultés rencontrées par les populations. Pour les 25 villages, 784 campements, nous n'avons que 14 structures sanitaires. Donc la structure sanitaire de Anna vient améliorer la capacité de prise en charge sanitaire de notre sous-préfecture. Et donc c'est véritablement une grande joie, c'est une véritable bouffée d'oxygène que ce bâtiment-là, que cette structure représente pour l'administration ivoirienne, pour l'État du Côte d'Ivoire et particulièrement pour la sous-préfecture de Niamandji. La coopérative Ekani est active dans la cacaoculture dans le département de Soubré. Elle ne compte pas s'arrêter à cette action. Dans les mois à venir, elle fera don de plusieurs autres infrastructures.
On dit que le fruit le plus agréable et le plus utile au monde est la reconnaissance. Et le MILOP reconnaît les efforts d'une cinquantaine d'acteurs de développement de la NAWA qui se sont démarqués par leurs actions en faveur de la paix. Le MILOP, c'est le mouvement ivoirien pour l'égalité, l'ordre et le progrès. Didier Nguessan et Joël Gomez nous en disent plus. Soubré, chef-lieu de la région de la Nawa, une cinquantaine d'acteurs du développement local distingués par le MILOP, le mouvement ivoirien pour la légalité, l'ordre et le progrès. Au nombre des récipiendaires, des ONG, des acteurs de la société civile et des élus locaux. La région de la Nawa, avec le cacao, nous sommes première région productrice nationale. Mais surtout, première région énergétique de la Côte d'Ivoire avec les barrages de Bio, barrage de Soubré, barrage de Bugo-Popoli et bientôt barrage de Boutoubré. En matière d'éducation, plusieurs établissements ont été construits, tant dans le primaire que dans le secondaire, avec leur équipement en mobilier. Il s'agit pour le MILOP de mettre en lumière les actions de développement et de renforcement de la cohésion sociale. Le MILOP soutient que le développement local est avant tout de la responsabilité des acteurs locaux, même s'il est tributaire d'un ensemble plus large de facteurs politiques, économiques, environnementaux et sociaux. L'étape de Soubré marque le lancement du Forum national de développement local. On en vient maintenant à cette visite de chantier effectuée par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. C'est Tabouni Koulibaly, le conseiller technique au dit ministère, qui était sur le terrain pour visiter les chantiers d'aménagement et de bitumage dans les régions du Nord. On voit cela avec Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Dans la stratégie de relance du développement économique et l'amélioration des conditions de déplacement des populations, le gouvernement ivoirien a entrepris de vastes travaux d'aménagement et de bitumage d'un ensemble de routes prioritaires dans plusieurs régions septentrionales du pays. Les différents chantiers d'envergure engagés sont visités par une délégation du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Ici, sur les axes Satama-Sokoro-Dabakala, 56 km, Dabakala-Kong, 108 km et Niéméné-Fumbolo, 24 km, des peleuses sont en plein chargement de camions pendant que d'autres machines mouillent et terrassent le sol. Notre rôle, c'est de venir voir l'avancée des travaux, s'il y a des difficultés pour que nous on puisse les remonter à la hiérarchie. Donc vraiment, c'est de façon symbiose qu'on se retrouve. Autre chantier, les axes Ngolo-Dougou-Kong, 67 km, Niélé, Mbengue, Kaloua, Kabolo, Tungoli, Kassere, Kouto, 112 km. Des tronçons pour faciliter les échanges entre les régions. À cela s'ajoutent les voiries dans les communes de Korogo, Odiéné, Fekese-Dougou, Tafiré, Satama-Sokoro, Satama-Sokura, Sinématiali, Tioro et Napié. Pour tous ces projets routiers, plus de 1000 milliards de francs CFA sont mobilisés par l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires. Nous repartons vraiment satisfaits de l'avancée des travaux, mais nous souhaitons que les entreprises maintiennent le cap pour faire en sorte qu'ils aillent plus loin avant qu'on rentre dans la période de pluie. Je tenais encore, au nom de M. le ministre, remercier tous les collaborateurs ici présents et toutes les entreprises. Les responsables d'entreprises qui sont restés à nos côtés. Sur l'axe Odiéné, frontière du Mali et de la Guinée, 231 km, Odiéné-Boundiali-Kouto, 170 km, Boundiali-Dianra, 91 km, les travaux battent à leur plein à la grande satisfaction des populations des localités traversées. Même si certains tronçons accusent tout de même un retard, comme c'est le cas pour les routes Korogo-Mbengue, 70 km, soit 4,72% de réalisation, ou Petit Nassien, Kafolo, Teini, 119 km, soit 7,85% de réalisation. Dans les semaines à venir, le cap sera mis sur les routes engagées dans l'ouest du pays, permettant de connecter ces régions. C'est une visite d'imprégnation, une visite que tenaient à faire les membres de la Jeune Chambre internationale Abidjan Élite. Le Club Service a effectué récemment une visite des locaux du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, pour connaître le rôle effectif de l'institution. Christ Ephraim Diomondé, Jean-Marc Djadji, reportage.
Abidjan Elite, l'une des principales branches de la Jeune Chambre internationale JCI en Côte d'Ivoire, au cœur du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. Ces jeunes de cette organisation mondiale à but non lucratif, âgés de 18 à 40 ans, engagés à impacter positivement leur communauté, sont présents. Le Conseil économique social donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnances et décrets, les lois des programmes, les propositions de loi qui ont un caractère économique, social, environnemental et culturel. Le Conseil peut être saisi par le président de la République ou par le Parlement sur toute question qui a un caractère économique et social. Ça peut être les projets de loi, les projets de tests, ça peut être des études. Mais en même temps, le Conseil économique et social peut s'auto-saisir. Pour le président de la Jeune Chambre internationale, Abidjan Elite, la découverte du CESEC est une opportunité. Il était important pour nous en tant que jeunes de nous rapprocher des institutions de notre pays, de notre République, afin de savoir l'importance, le mode de fonctionnement et comment cette institution-là est un apport bénéfique pour notre pays, la Côte d'Ivoire. La Jeune Chambre internationale JCI est un réseau mondial de jeunes citoyens actifs comptant plus de 500 000 adhérents dans le monde. Sa mission est d'offrir aux jeunes des opportunités de développement, de leadership, en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Le projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance vient de faire un important don de matériel informatique et didactique aux différents centres sociaux et complexes socio-éducatifs des ministères de la Santé, de l'Emploi, de la Femme, de la Famille et de l'Enfant afin d'aider les enfants en difficulté. Valeur du don, 165 millions de francs CFA. Diarasouba Ami et Joël Mambo. Du matériel anthropométrique, informatique, culinaire et kit didactique pour le développement cognitif de la petite enfance, remis à 54 centres sociaux du ministère de l'Emploi, de la Protection sociale, 16 au complexe socio-éducatif du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et ceux du ministère de la Santé. Une initiative du projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance est financée par la Banque mondiale. Recevoir un don, ça fait toujours plaisir, et particulièrement lorsqu'il s'agit des dons de cette qualité, de cette nature, ça ne peut que nous réjouir. Les foyers de renforcement communautaire nutritionnel, au nombre de 2360, donc nous devons appuyer nos partenaires sur le terrain. Et ça, les travailleurs sociaux sont vraiment nos bras séculés sur le terrain. Les ONG, les travailleurs sociaux, les complexes sociaux, les centres sociaux, etc. Et également les hôpitaux de région. Un combat que le gouvernement de Côte d'Ivoire mène pour venir à bout de ce fléau. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de prendre à bras le corps la question de la lutte contre la malnutrition et donc a développé un plan national multisectoriel et qui permet aujourd'hui d'adresser la question de la malnutrition au plus profond de nos communautés à travers ce que nous avons appelé les francs. C'est j'ai envie de dire des petites organisations que nous installons dans les villages qui permettent aux populations dans ces villages-là de se prendre en charge sur le plan nutritionnel, d'apprendre les meilleures pratiques pour mieux nourrir les enfants. Ces dons d'une valeur d'environ 165 millions de francs CFA viennent renforcer la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë admis dans les centres sociaux. Le jazz, vous connaissez peut-être, c'est un genre musical originaire du sud des États-Unis, créé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle au sein des communautés afro-américaines. Avec plus de 100 ans d'existence, du ragtime au jazz actuel, il recouvre de nombreux sous-genres. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un groupe de jazz fusion. C'est Akin Roots et ce sont 3 musiciens absolument passionnés. C'est un reportage d'un autre passionné de la culture, Serge comme Didi, dans un commentaire de Sephora Zeki. La France et la Côte d'Ivoire, représentées dans ce groupe de jazz fusion Akin Roots. Louis Lepage au piano, Adrien Verger à la batterie et Alexandre Bomba à la basse, membres du groupe jazz fusion Akin Roots, une véritable complicité musicale entre ces passionnés de musique aux influences musicales différentes. Un
rapprochement des peuples par le canal de la musique. Le groupe Akinroot est un mélange énergétique et vibrant de jazz, funk, samba, fusion et même électro, créant une expérience musicale unique et captivante à la sauce franco-ivoirienne. Le but de notre musique depuis la formation du groupe, ça a toujours été de faire quelque chose de simple et d'accessible à tout le monde. Déjà nous-mêmes, parce que tous les trois, en fait, le jazz n'a jamais été notre musique de prédilection dès le départ. On s'est formé là-dessus ensemble, mais il y a plein d'autres influences qui sont menées, donc on a voulu les rendre accessibles en fait, au plus grand nombre. Formé en 2019, Akinroot se fixe comme objectif de conquérir le monde avec leur jazz fusion à la sauce franco-ivoirienne, en commençant par Abidjan, d'où leur participation au dernier Massa. C'est magnifique de voir que s'exporter ailleurs que chez nous. On passe de la Normandie à Paris, ensuite Paris, Abidjan. C'est juste un rêve. En plus, on a un très bel accueil. C'est un bonheur de voir toutes ces cultures-là, toutes ces cultures. Nous deux, on vient d'Europe et on arrive à voir plein de cultures différentes ici en Côte d'Ivoire. Le jazz a un public élitiste partout. Et c'est un mélange en fait, de toutes nos influences en fait, réunies en un seul. On essaie de communiquer des émotions, à les transcrire en musique, à les transmettre au public. Akinroot, un groupe à suivre de près, car ils ont le potentiel pour devenir une figure majeure du jazz français et international. Le jazz, c'est beau, le jazz, ça apaise et ça a le mérite de faire du bien à ceux qui le pratiquent, aussi à ceux qui l'écoutent. Mais ce 7 mai, aucune musique, ni rien du tout d'ailleurs, n'a les moyens d'éteindre notre souffrance. L'affliction, l'abattement le plus absolu nous inflige aujourd'hui une douleur indicible. La souffrance est à son paroxysme, elle n'a pas d'échelle et il est rare que la douleur ait une telle profondeur. Notre MDK nationale, notre animatrice de charme, cette beauté ambulante d'une douceur sans nom et d'une générosité indescriptible nous a quittés dans la nuit d'hier à aujourd'hui. La RTI, frappée encore par un deuil, une âme si fraîche, si jeune, appelée dans la nuit des temps par le Très-Haut. Marie-Dominique Kakou, repose en paix, ta vie aura été plus qu'utile sur cette terre des hommes. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où nous sommes. Au Togo, le président Faure Gnassingbé a promulgué hier lundi la nouvelle constitution votée le 19 avril à l'Assemblée nationale. Ce nouveau texte, une initiative d'une vingtaine de députés au départ, a été étudié et rapidement adopté fin mars après avoir fait l'objet de nombreuses et vives critiques. La mort est une victoire et quand on a bien vécu, le cercueil est un char de triomphe. Hommage à tous nos disparus, hommage à Marie-Dominique Kakou.